فاتح على حسابك والله. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite, les titres. L'ONU se prépare à entrer à Kafar Batna pour la deuxième fois depuis le début de la trêve. Les camions de l'agence vont délivrer de l'aide à une localité assiégée en Syrie, alors qu'1,5 million d'habitants manquent toujours encore de tout. Saad Hariri, accueilli dans la liesse à Sadnaïel, le chef du courant du futur s'est offert un bain de foule parmi ses supporters. Je suis revenu pour rester, a lancé l'ancien Premier ministre. Perquisition au domicile de l'ex-président brésilien à Sao Paulo, Ignacio Lula a été placé en garde à vue. Il pourrait être impliqué dans le scandale de corruption Petrobras. On débute ce journal avec l'affaire Smeha et Achraf Rifi qui est déterminé à aller jusqu'au bout de ce dossier. L'ancien ministre de la Justice en appelle à la Cour pénale internationale. Il a présenté une note d'information à la procureure Fatou Bensouda. Libéré sous caution le 14 janvier dernier, l'ancien ministre Michel Smeha doit comparaître le 10 mars devant la Cour de cassation militaire où se poursuit son procès. Mais une partie de la classe politique met fortement en doute l'impartialité de ce tribunal. Pour Achraf Rifi, c'est à la CPI de juger l'ancien ministre reconnu coupable de transport d'explosifs en vue de perpétrer des attentats dans le pays en 2012. Autre polémique lancée ce matin par Walid Jumblat, le chef du PSP affirme que le ministre de la Défense et de hauts responsables ont donné leur aval à l'appropriation d'une base navale militaire par une société immobilière. Ces informations sont fausses, rétorque pour sa part Samir Mokbel dans un communiqué publié cet après-midi. Saad Hariri, en tournée dans la Bekaa, le chef du courant du futur était notamment attendu à Zahle où il a rencontré le député Kateb, Eli Marouni. Il s'est ensuite entretenu avec Myriam Skaf, la présidente du Bloc populaire. Peu avant, Hariri a pris part à la prière du vendredi à la mosquée de l'imam Ali à Sadnaïel, où il a été accueilli dans la liesse par ses supporters. L'ancien Premier ministre s'est offert, vous le voyez, un véritable bain de foule. Je suis revenu pour rester, a lancé Saad Hariri, qui est rentré au Liban le mois dernier. On l'écoute. J'effectuerai d'autres visites dans la Bekaa car vous êtes aimable et honnête. Je poursuivrai le projet du président martyr Rafik Hariri qui a toujours appelé à l'union entre tous les Libanais, le projet de l'édification d'une nation. Je reste à vos côtés et je suis revenu pour rester. Washington minimise les répercussions de la récente vindicte des monarchies du Golfe contre le Hezbollah. Mardi dernier, ces pays ont décidé d'inscrire le parti sur la liste des groupes terroristes. Ceci ne devrait pas pour autant mener à un nouveau conflit dans la région, estime John Kirby, le porte-parole du département d'État américain. Personne ne veut actuellement le conflit, précise le responsable. Angela Merkel et François Hollande réunis à Paris. Objectif, trouver un terrain d'entente sur la crise migratoire. Le président français est allé dans le sens de Berlin en promettant de respecter son engagement d'accueillir 30 000 migrants. François Hollande a également annoncé l'envoi d'un bateau en mer Égée afin de contrôler les flux de migrants. Les réfugiés syriens doivent être accueillis au plus près de leur pays, dont le Liban, a enfin déclaré le président français. Les réfugiés syriens qui fuient la guerre doivent être accueillis au plus près, autant qu'il est possible, de leur pays, c'est-à-dire en Turquie, au Liban, en Jordanie. Et nous devons apporter les aides indispensables. Et en Syrie, 2 raids aériens ont frappé ce vendredi la zone rebelle à l'est de Damas, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ils auraient fait 1 mort, selon le comité de coordination de Douma. Il s'agirait d'avions russes. Un peu plus tôt, le groupe Jaïch al-Islam a accusé pour sa part les troupes gouvernementales de violer l'accord de cessez-le-feu dans les régions de la Ghouta, d'Homs et d'Alep. L'émissaire des Nations Unies en Syrie, Staffan de Mistura, estime que l'arrêt des combats est globalement respecté. Même constat à l'Élysée de François Hollande. Le cessez-le-feu en Syrie doit être respecté partout. Et les seules actions qui peuvent être tolérées, ce sont celles dirigées contre Daesh et contre Al-Nosra.
toute autre initiative violerait le cessez-le-feu et serait un prétexte pour ne pas véritablement l'appliquer. Nous avons néanmoins constaté que c'était la volonté commune et que c'était d'ailleurs sur le terrain ce qui était globalement observé. Nous avons également réaffirmé l'opportunité de cette trêve pour accélérer les discussions et ouvrir un processus de transition politique. Et puis François Hollande a également qualifié de provocatrice et totalement irréaliste l'organisation d'élections législatives en Syrie le mois prochain. Il réagissait aux propos de Vladimir Poutine, le président russe pour qui un tel scrutin est conforme à la constitution syrienne actuelle. Et cette trêve est censée permettre l'acheminement d'aide humanitaire dans les villes assiégées en Syrie. Pour la deuxième fois depuis le début du cessez-le-feu, l'ONU va se rendre dans une localité syrienne pour y délivrer nourritures et médicaments. Après Mouamimat al-Sham, lundi, les humanitaires se préparent à entrer à Kafar Batna, cette ville aux mains des rebelles à l'est de Damas. L'agence doit porter assistance à 150 000 personnes dans des localités syriennes assiégées. Au total, ce serait cependant près d'un demi-million de civils qui manqueraient toujours de tout en Syrie. Et sachez que le Danemark pourrait quant à lui envoyer 400 membres des forces spéciales ainsi que des avions de combat en Syrie. Le gouvernement vient d'obtenir le soutien de la Commission des Affaires étrangères de son Parlement. Le projet doit maintenant être soumis au vote de l'Assemblée. Direction maintenant l'autre côté de la frontière syrienne, en Turquie. Cet attentat attribué au Parti des travailleurs du Kurdistan. 2 policiers ont été tués et 14 personnes blessées, dont des civils. Une voiture piégée a explosé devant le commissariat de Nusaybin. Les forces de police ont quadrillé, comme vous le voyez, les rues de cette ville située dans le sud-est, à majorité kurde du pays. Dans cette région, les combats ont repris l'été dernier entre les forces turques et le PKK. Restez des nôtres, on se retrouve après la pause. Nouvelle attaque de Palestiniens contre les forces de l'ordre israéliennes. Cette fois-ci, c'est une femme qui a précipité sa voiture contre un soldat. Elle a aussitôt été abattue par la police. Le militaire, lui, est légèrement blessé. Ces faits ont eu lieu sur l'axe qui relie Jérusalem à Hébron. Au Yémen, des hommes armés ont attaqué une maison de retraite à Aden. Le bilan est d'au moins 16 morts. 4 hommes armés ont attaqué l'établissement et tiré indistinctement sur les résidents. 11 personnes âgées, 4 religieuses indiennes qui travaillaient comme infirmières et un gardien ont perdu la vie. L'un des responsables a accusé le groupe État islamique d'être à l'origine de l'assaut. En dépit des sanctions de l'ONU contre son pays, Kim Jong-un continue de défier la communauté internationale. Pyongyang se dit prête à chaque instant à utiliser son arsenal nucléaire. Julien Chehida. Un tir de missile filmé sous tous les angles et bien sûr diffusé à la télévision nord-coréenne, sous le regard bienveillant du leader Kim Jong-un. Dans la salle de contrôle, l'émotion est palpable. Le tir a réussi. C'était il y a quelques mois et c'est presque devenu une habitude pour le régime. Alors quand le Conseil de sécurité vote une nouvelle série de sanctions suite à ces essais militaires, Pyongyang réagit en tirant d'autres missiles en mer du Japon. Et surtout, cette déclaration du leader: nous devons être prêts à utiliser notre arsenal nucléaire à tout instant. Côté sud-coréen, le gouvernement promet une réponse sévère à ces déclarations. Si la Corée du Nord nous provoque, nous devons répondre par une punition sévère pour lui montrer clairement le prix qu'elle aura à payer et démontrer notre détermination à protéger notre pays. Nous devons faire en sorte que la Corée du Nord réalise que son régime ne survivra pas s'il n'abandonne pas son programme nucléaire. Kim Jong-un est-il allé trop loin cette fois-ci? Même Pékin, l'allié historique de Pyongyang, tape du poing sur la table. La Chine rejette fermement les velléités de menace nucléaire de la Corée du Nord, car elle représente une menace pour la paix régionale, pour la stabilité et la sécurité de la Chine et de ses voisins. Nous sommes bien contre cette initiative. Maintenant, nous devons trouver une solution à ce problème. Au même moment, les États-Unis et la Corée du Sud négocient la mise en place d'un système de défense antimissile dans la région. Preuve que la menace nord-coréenne est prise très au sérieux.
Et en Chine, justement, le ralentissement économique de Pékin inquiète la communauté internationale. Le Parti communiste chinois se réunit jusqu'à jeudi pour tracer les grandes lignes de sa politique économique. Un 13e plan quinquennal qui devrait donner la priorité à la croissance. Olivier Boulenc. La conférence consultative politique du peuple chinois est déjà au travail. Cette assemblée formée de personnalités de la société civile est réunie une fois par an pour donner son avis sur les lois et décrets. Cette année, le fameux plan quinquennal est dans toutes les têtes. Il doit déterminer quelle sera la politique économique de l'Empire du Milieu d'ici à 2020. 2015 a été une année importante qui doit nous permettre de mener des réformes. Peut-être l'année la plus importante pour changer le mode de gouvernance chinois. Du changement, il va y en avoir. Pékin prévoit de licencier plusieurs millions de personnes, des employés des entreprises dites zombies, ces entreprises publiques déficitaires, maintenues à quai par l'État. Le but, relancer la croissance tombée à 6,9% en 2015, la plus faible enregistrée depuis 25 ans, et les prévisions ne sont pas bonnes. Dans ce nouveau plan quinquennal, Pékin devrait d'ailleurs dévoiler une fourchette pour son objectif de croissance au lieu d'un chiffre, signe sûrement que le pouvoir chinois est incertain sur les capacités économiques du pays. Tous les secteurs ne sont pourtant pas visés par la rigueur de ce plan à 5 ans. Le Premier ministre Li Keqiang devrait dévoiler une hausse importante du budget militaire lors de son discours. Direction à présent le Brésil avec cette perquisition à Sao Paulo du domicile de l'ex-président. L'ancien chef d'État a été placé en garde à vue. Il est soupçonné d'être impliqué dans le scandale de corruption Petrobras, une affaire qui éclabousse de nombreux responsables brésiliens. La Cour suprême a annoncé aujourd'hui qu'elle allait juger le président de la Chambre des députés, Eduardo Cunha. Sophie Guignon nous en dit plus. Les juges acceptent en partie les accusations contre Eduardo Cunha. Une décision prise à l'unanimité. Eduardo Cunha, le président de la Chambre des députés et principal rival de l'actuel président Dilma Rousseff, est mis en examen pour corruption passive et blanchiment d'argent. Il aurait accepté 5 millions de dollars de pots de vin. Le principal intéressé se défend. Rien n'est impossible. Je ne m'inquiète pas. Je ne quitte pas mon poste. Je ne démissionnerai pas. L'affaire éclabousse jusqu'au plus haut sommet de l'État. L'hebdomadaire Istoé s'attaque à Dilma Rousseff. D'après le journal, la présidente aurait manipulé l'enquête en nommant des juges à sa botte pour faire libérer des industriels en détention. L'hebdomadaire affirme citer le sénateur du Parti des Travailleurs, Delcidio Amaral. Des propos qu'il a démentis dans un communiqué. Ni le sénateur Delcidio ni sa défense ne confirment le contenu de l'article. Nous ne connaissons pas l'origine ni ne reconnaissons l'authenticité des documents joints au texte. L'article a déclenché les foudres de la chef de l'État. Encore une fois, je voudrais mettre en valeur le fait que lutter contre la corruption est une priorité de mon gouvernement. Le scandale Petrobras, les premières révélations datent de mars 2014. Des dizaines de sénateurs et de députés sont soupçonnés d'être impliqués dans un gigantesque réseau de corruption. Dilma Rousseff était membre du conseil d'administration du géant pétrolier public. Comment n'aurait-elle pas su? C'est ce que lui reprochent ces manifestants qui appellent à sa démission. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. L'ONU se prépare à entrer à Kfar Batna pour la deuxième fois depuis le début de la trêve. Les camions de l'agence vont délivrer de l'aide à une localité assiégée en Syrie, alors qu'1,5 million d'habitants manquent encore de tout. Saad Hariri, accueilli dans la liesse à Sad Nayel, le chef du courant du futur s'est offert un bain de foule parmi ses supporters. Je suis revenu pour rester, a lancé l'ancien Premier ministre. Perquisition au domicile de l'ex-président brésilien à Sao Paulo, Ignacio Lula a été placé en garde à vue. Il pourrait être impliqué dans le scandale de corruption Petrobras. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de soirée à toutes et à tous. واليوم فاتح على حسابك والله.